Mesdames et messieurs, bonsoir et voici une nouvelle édition de notre débat en direct sur Nile TV International. Dans cette édition, on a deux sujets très importants à discuter. Le premier concerne les derniers développements de la trêve ou du cessez-le-feu à Gaza et qui a été violé par Israël, qui accuse le Hamas de le violer. Et on va parler aussi du GEM ou le grand musée égyptien qui sera plutôt inauguré officiellement le 1er novembre. Tout d'abord, on va vous donner des informations concernant le chef de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung. Le porte-parole de la présidence de la République a indiqué que les deux présidents ont échangé leurs félicitations à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Pour sa part, le président sud-coréen a exprimé sa profonde gratitude au président al-Sisi pour l'accueil réservé à son envoyé spécial en septembre 2025, soulignant que cette rencontre était fructueuse, aboutissant à des résultats concrets. De son côté, le président al-Sisi a renouvelé ses félicitations à son homologue coréen pour son élection à la présidence de la République en juin 2025, exprimant son désir de l'accueillir au Caire dans les plus brefs délais. Cet appel s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et du développement des relations entre les deux pays dans divers domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance des efforts déployés en faveur de la protection contre l'idéologie extrémiste et de la diffusion des morales justes. Au cours de sa réunion avec le ministre des Waqf, Oussama al-Azhari, le président al-Sisi a enjoint de poursuivre les efforts visant à améliorer la situation des imams et des prédicateurs, à poursuivre les programmes de leur formation, conformément aux systèmes et méthodes les plus récents et à lutter contre l'extrémisme religieux et contre les comportements négatifs. La réunion a été centrée sur l'examen de nombre de dossiers relatifs au travail du ministère des Waqf. Le président al-Sisi a également suivi le développement de la mise en œuvre de l'initiative de sensibilisation appelée « Corrigez vos concepts », pilier fondamental de la stratégie du ministère des Waqf pour construire une conscience religieuse et sociétale éclairée. Au cours de cette réunion, le ministre des Waqf a indiqué que le ministère a récemment lancé le programme éducatif consacré aux enfants pour l'année 2025-26 avec la participation de 20 880 mosquées à travers le pays. Al-Sisi a ainsi souligné la nécessité d'informer les enfants et les jeunes sur la bonne culture religieuse. La réunion a d'autre part porté sur les moyens susceptibles de tirer le plus grand profit des actifs de l'autorité égyptienne des Waqf. Mesdames et messieurs, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a eu hier des entretiens téléphoniques avec des homologues pour discuter des efforts internationaux en vue de la reconstruction de la bande de Gaza. Et voici les détails. Dans le cadre des contacts intensifs et des démarches diplomatiques menées par l'Égypte pour coordonner les efforts internationaux en vue de la reconstruction de la bande de Gaza, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec ses homologues allemands, Johan Wattfull, espagnol José Manuel Alvarez, canadienne Anita Annan et le vice-premier ministre et le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. Lors de ces appels, Abdel Ati a mis l'accent sur la nécessité de commencer dans les plus brefs délais la mise en œuvre des plans de relèvement rapide et de reconstruction de la bande de Gaza dans le cadre d'une vision intégrée garantissant les droits du peuple palestinien conformément au plan arabo-islamique de reconstruction ainsi qu'au plan de paix du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient. Les ministres des Affaires étrangères des 4 pays ont exprimé leur appréciation du rôle central joué par l'Égypte dans le soutien à la stabilité régionale,
ainsi que leur volonté de poursuivre la coordination avec le Caire sur les questions liées au relèvement rapide et à la reconstruction de Gaza dans la perspective de la conférence internationale que l'Égypte prévoit accueillir au mois de novembre. Et pour mieux discuter de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Pierre-Louis Raymond, analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Alors, on a maintenant une situation assez compliquée en ce qui concerne le dossier de Gaza. Un cessez-le-feu ou une trêve violée par Israël qui accuse le Hamas de violer la trêve. On a les déclarations de Donald Trump que ce cessez-le-feu était toujours en vigueur et il a même dit que le Hamas n'était pas impliqué dans ces violations présumées de la trêve. Et le Hamas, pour sa part, affirme n'avoir aucune connaissance d'incident ou d'affrontement à Rafah. Comment vous voyez cette situation ? Oui, alors effectivement, dans ce cessez-le-feu, il y a d'abord une partie classique. Vous savez que tout cessez-le-feu, malheureusement, peut être violé, mais là, en réalité, la partie qui a violé le cessez-le-feu, qui aurait violé le cessez-le-feu, et de l'aveu de Donald Trump lui-même, n'est pas le Hamas. Alors évidemment, on peut s'interroger et aller du côté d'Israël, mais Trump ne va ni du côté d'Israël, ni du côté du Hamas, et il ne nomme pas, en fait, ce qui apparaît comme des factions rebelles à l'intérieur du Hamas. En réalité, il y a des divisions internes qui font que, comme vous l'avez très justement souligné, la situation est d'autant plus compliquée qu'il n'y a pas unanimité au sein du Hamas pour maintenir le cessez-le-feu. C'est donc ce qui complique la situation qui est d'autant plus compliquée que Donald Trump se réjouissait que tous les otages vivants, tous les otages israéliens vivants ont été restitués à l'heure actuelle. Et donc, on est effectivement là devant une situation qui est particulièrement difficile à gérer. Est-ce que cette violation de la trêve, qu'elle soit du côté palestinien ou israélien, va nuire au plan de reconstruction de Gaza? Bon, alors évidemment, je ne crois pas qu'on puisse dire que dans l'absolu, cette violation de la trêve, elle est imputable aux Palestiniens. Si elle est imputable à une partie des belligérants, ce sera à cette faction rebelle du Hamas. Et moi, je ne crois pas que sur le long terme, ça va nuire à la trêve, parce qu'il va y avoir à l'intérieur même du Hamas une volonté d'unification qui va faire en sorte que ces rebelles vont rentrer dans le rang. Vous voyez, la reconstruction, c'est quelque chose auquel, à la fois Trump, à la fois Israël, à la fois les Palestiniens tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Et je crois que là, on est vraiment dans une situation qui, même si les conditions et les circonstances actuelles sont très difficiles et créent un cadre assez difficultueux pour les jours, les mois et même les quelques années à venir, sur le long terme, il y aura bel et bien une reconstruction à Gaza, il y aura bel et bien, à mon avis, une restructuration, c'est très important, de l'autorité palestinienne. Et moi, je pense que, comme dans tout conflit, il va y avoir, si vous voulez, une phase, effectivement, de transformation, une phase de mutation, une phase qui va permettre à la violence de s'estomper peu à peu pour arriver à une paix durable, non seulement du point de vue de la possibilité des populations de maintenir et d'accomplir un vivre ensemble, mais aussi une paix durable au niveau d'un processus économique qui va se mettre en route. D'après vous, est-ce qu'on pourrait aboutir à la situation chaotique qui prévalait avant cet accord de cessez-le-feu? Évidemment qu'il ne faudrait surtout pas aboutir à cette situation chaotique. Et si jamais cette situation chaotique devait malheureusement se mettre en place, ce serait parce que le projet de Netanyahou, qui établit un gouvernement d'extrême droite, à savoir d'établir une continuité entre Gaza et la Cisjordanie par une colonisation avérée, se mettait en place. Mais moi, je pense que Donald Trump va veiller justement à ce qu'il n'y ait pas de débordement de ce côté-là. Il y a une confiance, finalement, d'autant plus, qui s'installe d'autant plus vis-à-vis de
de Donald Trump qui veut absolument devenir un président de la paix, que ce soit sur le conflit israélo-palestinien ou que ce soit aussi au niveau du conflit ukrainien. Donc, moi, je pense qu'il faut donner carte blanche à cette administration américaine sur le plan géopolitique. Et puis, vous savez aussi qu'il y a les accords d'Abraham. Vous savez aussi qu'il y a un certain nombre de pays arabes qui veulent renouer des relations diplomatiques avec Israël. Pour votre part, en Égypte, elles ne se sont jamais arrêtées. Ça, c'est très important depuis l'accord de Camp David. L'Égypte peut jouer un véritable rôle, et il a déjà commencé à le faire, un rôle de médiateur dans la résolution de ce conflit et dans une résolution durable de ce conflit. Et pourquoi, à votre avis, on ne parle plus de la solution à deux États? La solution à deux États, il faut absolument en parler, c'est quelque chose d'absolument très important. Et c'est vrai que là, ça fait partie d'un des paradoxes de Trump, parce que c'est vrai que l'administration américaine n'en parle plus, mais pas du tout l'Union européenne. Alors là, il y a une véritable carte au niveau de l'Union européenne. Moi, je crois que Trump a voulu établir un ordre de priorité. Vous savez que Trump, c'est un homme d'affaires. Donc, il agit comme un homme d'affaires, il n'agit pas tant comme un spécialiste de géopolitique que comme un reconstructeur économique. Il est entouré de qui, Trump? Il n'est pas tellement entouré de professionnels de la diplomatie. D'accord, il y a Marco Rubio, mais essentiellement, il est entouré de Steve Witkoff, agent immobilier. Il est entouré de son gendre, Jared Kushner, le fameux artisan de ce qu'on appelle en arabe Sapratapram, de contrat du siècle. Donc, il est entouré d'hommes d'affaires, et moi, je pense que c'est pas que cette administration américaine refuse la solution à deux États. De toute façon, elle sait très bien qu'elle sera obligée de l'orchestrer. Mais c'est que Trump donne la priorité aux affaires économiques, et la solution à deux États, pour cette administration américaine, elle viendra après, mais elle viendra. Est-ce que vous pensez qu'ils vont commencer la reconstruction de Gaza maintenant? Mais on a commencé dès qu'ils peuvent. De toute façon, ça c'est sûr qu'il va y avoir des contrats qui vont être passés. Même avec les violations du cessez-le-feu? Non, mais de toute façon, sur le long terme, on va être obligé de mettre en place la reconstruction. La violation du cessez-le-feu, la première phase, c'est évidemment de mettre un terme absolu aux violations du cessez-le-feu. Tant que des combats continuent à Gaza, on ne va effectivement pas amener les entreprises pour reconstruire. Mais là encore, sur le long terme, à mon avis, c'est inévitable. Est-ce que le fait de dire que cette trêve ou ce cessez-le-feu a été violé par des rebelles et pas par les membres du Hamas. Est-ce que ces déclarations vont aider d'aboutir à un cessez-le-feu? Évidemment que Est-ce que le mot rebelle nie la responsabilité du Hamas? C'est une excellente question. En fait, si vous voulez, Trump détache par ses paroles les cadres du Hamas, les commandements du Hamas, la structure du Hamas, d'éléments qu'il ne considère pas comme éléments de poids. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse le Hamas à faire de même. Vous voyez? Alors, certains pourraient dire, effectivement, Trump pratique ce qu'on appelle le diviser pour mieux régner, ce que certains appellent en arabe le Farrir Tassoud, mais je crois que moi, il y a un pacte, si vous voulez, objectif, qui est passé entre Trump et l'administration du Hamas, de façon à ce qu'on maintienne toujours le courant entre Trump d'une part, l'administration de Trump d'une part, et les cadres du Hamas. Moi, je pense que c'est une tactique de Trump. Une tactique positive pour la région? En tout cas, c'est une tactique que lui juge positive. Pour vous répondre, il faut voir si ça va porter ses fruits sur le long terme. Parce que nul, pour l'instant, même si, évidemment, je voudrais rester optimiste, nul ne peut vous dire que ce cessez-le-feu va se maintenir sur le long terme. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que cette administration américaine essaye quelque chose qui n'a encore jamais été essayé jusque-là. Ni par l'administration Biden, ni par aucune autre administration américaine, qu'elle soit démocrate ou républicaine. Là, on voit bien que Trump emploie la manière forte, sa manière forte à lui, qui est à la fois qui consiste à confronter à la fois le front diplomatique et économique, et on va voir si ce sera suivi d'effet.
Est-ce que vous pensez qu'on va voir d'autres violations de ce cessez-le-feu dans les prochains jours? Nul ne saurait le dire, mais si vous voulez, malheureusement, on est encore dans un cadre classique. Dans les centres de conflit, on aboutit à des cessez-le-feu, parfois aussi malheureusement à des violations, mais il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important, c'est que Trump a passé des accords de paix, a réussi, il s'est déplacé. Et quand on voit que Trump, le président des États-Unis, se déplace à Sharm el-Sheikh, ça n'est quand même pas rien. Et moi, je crois que là, sur le long terme, encore une fois, même si on assiste malheureusement à des soubresauts comme cela, moi, je veux croire à le respect durable du cessez-le-feu dans quelques jours, voire quelques semaines. Docteur Pierre-Louis Raymond, je répète que vous êtes analyste géopolitique. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Et on passe, mesdames et messieurs, à notre deuxième sujet. Les préparatifs de l'inauguration officielle du Grand Musée égyptien ont été achevés, selon le porte-parole du gouvernement, Mohamed El-Homossani, affirmant que l'État a procédé à des travaux de rénovation de la zone entourant ce musée. Voyons ensemble. Les gouvernorats du Caire et de Gizeh ont fourni des efforts considérables pour offrir une image harmonieuse et contemporaine du patrimoine égyptien à l'approche de l'ouverture du Grand Musée égyptien, l'événement mondial qui aura lieu le 1er novembre. Le Premier ministre Moustapha Madbouli suit personnellement les derniers détails au niveau des installations et des préparatifs de l'inauguration. Il s'agit de confirmer la présence des chefs d'État, des rois et des délégations officielles étrangères et de s'assurer des aspects logistiques liés à l'accueil, à l'hébergement et à l'organisation de la cérémonie, a souligné un porte-parole. Al-Homossani a insisté sur le fait que le Grand Musée égyptien est totalement prêt et que les travaux actuels ne concernent plus que les ajustements finaux liés à la cérémonie d'ouverture. L'objectif du gouvernement est clair. Faire de cette inauguration le plus grand événement culturel de l'histoire moderne du pays, un symbole de rayonnement de la civilisation égyptienne et du savoir-faire national, a-t-il noté. Le Grand Musée égyptien est considéré comme le plus vaste complexe muséal consacré à une seule civilisation qui abrite des milliers de pièces, dont la collection complète de Toutankhamon, et les pièces seront exposées, regroupées pour la première fois.